Bienvenue chez The Patron, le podcast qui démystifie la réussite. Ici, le syndrome de l'imposteur se transforme en courage et la chance se provoque. Je suis Elvire, coach en leadership, je suis ravie de t'avoir parmi nous. N'hésite pas à liker et partager et enjoy. Aujourd'hui, j'accueille Aurélie Cato. Aurélie, tu es Retail Learning Director, EMEA, beaucoup de mots, pour Tiffany, la magnifique marque de bijoux américaine qui appartient maintenant au groupe LVMH. Et tu es avec nous pour nous parler de ton parcours. Bienvenue sur The Patron. Merci pour ton accueil, Elvire. Parcours qui est multicoloré, multiculturel, un parcours vraiment atypique. En quelques mots, peux-tu nous donner les grands jalons de ta carrière professionnelle ? Eh bien, comme tu l'as dit, Elvire, aujourd'hui, je suis responsable du Retail Learning chez Tiffany. Donc, en l'occurrence, je m'occupe du développement des équipes retail pour la zone Europe-Moyen-Orient. Ça fera 4 ans en septembre et précédemment, j'ai passé 12 belles années chez Hermès. Là où on s'est rencontrés. Tout à fait. Disons-le tout de suite. Tout à fait. Et j'ai eu le plaisir de faire plein de choses différentes, du general management en Inde, du merchandising dans le métier de la maison, et puis plus récemment à l'Europe sur les sujets d'expérience client. J'ai aussi travaillé chez Chanel pendant quelques années, en Inde également. Et voilà, en quelques mots, ma brève carrière professionnelle. Bref carrière, mais effectivement avec beaucoup de belles maisons déjà sur ton CV, ce qui n'empêche pas que tu es resté très longtemps déjà dans certaines maisons. Et surtout, un début en Inde. Alors, je connais l'histoire, mais il faut que tu la racontes pour tout le monde. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvée en Inde à la fin de tes études ? Eh bien, en fait, j'ai terminé mes études assez jeune. J'avais 22 ans. Et la perspective du métro, boulot, dodo, voilà, m'attirait pas tellement. Et j'avais envie de vivre une belle expérience de vie avant de me poser. Voilà, donc j'ai écrit un peu sur un coup de tête, je dois l'avouer, au ministère de l'économie et des finances à l'époque, en disant voilà, je serais très intéressée pour travailler au ministère dans un pays exotique qui me fasse sortir de ma zone de confort. Je l'ai pas tout à fait dit comme ça à l'époque, mais en gros c'était l'idée. Là où personne ne veut aller, c'était à peu près envoyez-moi là-bas. C'était à peu près le brief, et le ministère m'a répondu en disant ça tombe bien, on a un poste en Inde, à Bombay. J'avoue avoir même regardé la carte en me disant ok, où est-ce que c'est exactement. Et 3 semaines après, j'étais partie. Déjà. Donc je suis Très partie assez rapide. Je me suis dit ça va le faire, c'est exactement ce que je veux, ce beau dépaysement. Et donc je suis arrivée avec une grande soif de découverte en Inde, où j'ai travaillé donc pour le ministère pendant 2 ans en tant que VIA. Et puis évidemment, comme les choses se passent rarement comme on les avait prévu qu'elles se passent, c'est le charme de la vie. Au lieu d'y passer 18 mois ou 2 ans, j'y ai passé presque 15 ans. Voilà. Presque 15 ans. Oui, tout à fait. Alors, on va y revenir, mais juste petit rewind. Donc, toi, tu fais Sciences Po Bordeaux, l'IEP Bordeaux. Tu intègres ensuite l'ESCP pour faire un master oui. En management. Marketing et communication. Ok, marketing et communication. Et donc, tu as un premier début de cursus qui est politique, administration. Ouais. Et finalement, tu te dis quand même, j'aimerais bien avoir cette casquette pour pouvoir travailler en entreprise. Et tu n'as pas envie tout de suite d'arriver en entreprise. Donc, tu te dis, je partirais bien pour une mission au sein du ministère. C'est ça, un pas de côté. Je me suis autorisée parce que j'étais jeune, parce que j'étais impatiente aussi. Je pense que j'aurais pu trouver tout à fait en entreprise. Mais j'avais vraiment envie, là, tout de suite, maintenant, de vivre cette expérience. Donc, c'est pour ça que je me suis tournée
je me suis tournée vers le ministère m'a répondu et je suis Ça, c'est partie, fou, je trouve, d'ailleurs. Juste, tu écris au ministère. Enfin, déjà, tu avais vu des personnes le faire? Tu avais des personnes oui. autour de toi qui avaient eu ce En fait, parcours-là? c'est comme ça que l'idée m'est venue. Quelqu'un me parle, d'une expérience, super réussie. Je crois que c'était en Argentine, en l'occurrence, et me dit: «Bah, ça peut être des postes hyper sympas, et en fait, ça dépend où dans quelle ville, dans quel pays aussi». Il se trouve que l'Inde était en plein essor. Il y avait ce fameux rapport BRIC qui venait de sortir. Beaucoup d'entreprises françaises qui avaient un peu loupé je dirais l'opportunité d'aller en Chine, se Mmh. disaient: «Bah, on n'a pas envie de rater De le rater coche le coche, ouais. de l'Inde», et donc c'est vrai que j'ai vécu, 2 années, passionnantes qui sont d'ailleurs j'ai prolongé, après un bref retour en France, pour un contrat d'expatrié pour le ministère, et c'était des années très, très riches où, on passait de visites ministérielles à des visites parlementaires, en passant par, des grands groupes tels que Renault, tels que L'Oréal, mais des plus petites entreprises, qui suivaient ces grands groupes en se disant, «Est-ce qu'il va vraiment falloir qu'on s'y, installe?» Donc c'était vraiment une ébullition, et puis d'un point de vue personnel, l'Inde évidemment c'est un pays hyper riche, c'est une chance Mmh. de pouvoir y passer du temps. Une grande leçon d'humilité parce que l'Inde, on pense, bah, c'est simple, j'ai passé 6 mois à me dire tous les soirs: «J'ai compris quelque chose», et le lendemain me dire: «Non, en fait, j'ai rien Mmh. compris», et pour une âme, cartésienne, c'est assez déstabilisant, donc un vrai dépaysement, une belle aventure, humaine et professionnelle et personnelle. Et du coup, je t'imagine bien là avec, une sorte de faux dictionnaire en train d'essayer de comprendre, de décoder, la vie là-bas. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, «C'est trop dur, en fait, je me sens pas assez armée» ou juste le jeu suffisait, pour, te garder, Non, il y a des moments où honnêtement on comprend pas ce qui se passe. C'est-à-dire que, bah, déjà on parle pas la langue, il y a des altercations, il y a des choses qu'on comprend pas. mmh, Clairement, on est témoin de, et puis après, et puis petit à petit, voilà, on est face à un grand puzzle, et puis petit à petit ça se met, doucement en place. On n'est jamais complètement armé, pour venir en Inde. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être très dérangeantes, et il y a des gens qui passent jamais cette première étape finalement, de voir, ce qui saute au visage, les différences, de richesse, et il y a des gens pour qui c'est impossible d'aller au-delà. bah, il y a une telle Hem misère, visible, voilà, donc c'est très compliqué, et mmh, je le conçois tout à fait, et après, et puis après, il y a des gens qui vont au-delà de ça et mmh, qui arrivent à avoir, une très, très grande richesse, en mmh. fait, une culture ancestrale, des traditions incroyables, et une vraie façon de vivre qui est différente que de ce qu'on connaît, donc Mmh. mais je peux reconnaître qu'on puisse ne jamais franchir, cette première étape, de découverte qui peut être assez, déroutante, voire choquante. Toi, tu avais voyagé plus jeune? Tu Pas du avais tout, mmh. mais d'où cette attirance, cette envie de découvrir. Non, j'ai pas eu cette chance-là, et non, j'avais pas je m'étais jamais frottée à des cultures aussi différentes, donc ça a été une vraie belle découverte, mais très assumée. Parce que toi, tu me disais, tu viens de Vendée, Tout d'une à fait, petite ville. tout à fait. Donc, tes parents, ils étaient ils avaient quoi comme profession? Alors, ils étaient tous les 2. Mon père était directeur d'un lycée professionnel OK. et ma mère travaillait dans l'administration.
Et donc non, on n'avait pas forcément eu l'opportunité de voyager, énormément. Pour moi, le voyage, ça passait beaucoup par la lecture, parce que j'étais une très, très grande Mmh. lectrice. Donc je savais, j'avais cette appétence pour le voyage, pour la découverte, une envie de voir le monde, et donc que j'ai pu, réaliser à partir de cette grande découverte de l'Inde et puis, d'autres beaux voyages ont suivi. Ensuite, oui, tu n'as pas arrêté et moi, ce qui m'intéresse avec ton expérience-là, la première expérience en Inde, c'est que ça a dû être un dépaysement total et aussi la mission en soi, elle est particulière parce que tu dois accueillir, comme tu disais, des hommes et des femmes politiques, tu dois accueillir des grands dirigeants de groupe. Donc, Ouais. toi, c'est quoi qui t'a aidé à ce moment-là et quelles compétences tu as dû développer au tout début de ta carrière pour justement gérer cette mission? Bah, je pense qu'il y avait cette grande curiosité qui m'a aidée, et donc c'était une découverte à tout point de vue. Parce que c'était évidemment se frotter, comme tu le dis, on pouvait être, le matin avec une petite PME, française du fin fond de l'Aveyron, et l'après-midi, être invité, dans la résidence du consul général et on rencontrait, un sénateur, qui était de passage en Inde. Donc c'était un grand écart un peu permanent, mais très enrichissant et je pense que ce qui m'a aidée à ce moment-là, voilà, c'est cette grande curiosité de découvrir les gens, de comprendre pourquoi ils étaient là, pourquoi ils étaient en Inde, cette écoute très certainement qui a dû favoriser, les échanges relationnels hyper riches Mmh. que j'ai pu vivre à cette occasion. Tu étais, plus dans l'observation ou toi, tu te mets facilement à discuter, à poser des questions sans être trop intimidée? C'était quoi Alors ton je pense que alors ça fait longtemps, mais je pense que j'ai été beaucoup dans l'observation, je dirais. Surtout encore une fois dans l'Inde, c'est difficile d'expliquer en fait, hein, généralement les gens étaient quand même assez bluffés par, voilà cette petite nana, du haut de ses 22 ans, qui menait parfois des délégations importantes, donc il y avait quand même cette espèce de curiosité, réciproque aussi qui mmh. facilitait certainement l'échange. J'étais quand même plutôt dans l'observation au début et puis après quand j'ai mieux connu l'Inde, je pense que j'avais une vraie valeur ajoutée Mmh. et vraiment des choses à leur apporter, à leur faire découvrir, et les gens étaient très, reconnaissants en fait d'avoir toutes ces explications parce que c'est un pays qui est soit, qu'on va un peu trop simplifier, mais on se rend bien compte que c'est pas voilà, c'est pas si simple que ça. Mmh. Il y a plein de subtilités. Donc je Mmh. pense qu'ils étaient assez reconnaissants d'avoir cette opportunité de mieux comprendre, le pays finalement. Donc curiosité qui t'a aidé à te À dépatouiller au naviguer. début, à naviguer, Mmh. puis à surfer et enfin à guider J'adore les autres. cette image. Non, non, mais c'est un petit peu ça, oui. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Et finalement derrière, tu pouvais, emmener, tout le monde, sur une belle barque et les aider à découvrir ce pays qui reste, même si aujourd'hui il y a de plus en plus d'entreprises internationales qui se sont installées, ça reste un marché, très Tout particulier à où, fait. avec, cette culture et aussi cette richesse, financière et culturelle. Donc, c'est un pays que j'ai hâte de le découvrir, hein. J'y suis pas encore allée, mais Bientôt, tu Elvire, et bientôt on ira. ça marche. Donc toi, tu pars pour ce VIA. Donc, pour ceux qui se posent la question, parce que moi j'ai dit à Aurélie: «Mais VIA ou VIE?» Elle dit: «Bah, VIA, c'est administration, VIE Tout en à fait. entreprise», mais c'est la même idée. Donc c'est des contrats pour, jeunes, diplômés Oui, et donc tu pars jusqu'à 24 mois maximum, oui. dans les 2 cas. Qui existe toujours. Je fais ma petite pub, VIE, VIEA, mais Mmh. c'est une super belle, Belle je opportunité, ouais, ouais. je le dis parce que j'ai la chance de mentorer des jeunes de l'ESCP et souvent je leur dis: «Honnêtement, partez à l'étranger, c'est tellement riche. Vous allez apprendre plein de choses, ça va vraiment vous ouvrir l'esprit».
À une époque, a priori, ils ont pas trop de contraintes. Je sais que tu l'as fait toi aussi, Elvire, mais c'est des années hyper, hyper structurantes, en Mmh. fait, et qui permettent une transition aussi un peu, très fun et souvent dans des bonnes conditions donc Et très valorisé ouais, après, sur le CV pour le donc coup, allez-y. allez-y. Et c'est vrai que, moi je connaissais bien le sujet VIE, VIH, c'était pas une option que j'avais envisagée et c'est bien dommage. Et donc tu finis ton contrat, tu fais un pot de départ, Oui, tu rentres en France tout à fait. et quelques semaines après, le mini L'ambassadeur m'appelle et me dit: «Bah, écoute Aurélie, il y a un poste qui vient de se libérer en attaché commercial, est-ce que ça te dit de revenir, en tant qu'expatriée, pour le ministère?» Et là, je me dis: «Waouh, trop bien!» expat à 24 ans quand même. Ouais et puis surtout, c'était honnêtement, l'Inde me manquait déjà, en fait. Mmh. Je venais de rentrer en France. J'avais rencontré, en fait, une entreprise, française qui m'avait dit, «Vous m'appelez», j'étais en train de retrouver du travail, suite à cette très belle rencontre dont je garde un très bon souvenir et là donc ça vient évidemment changer tous mes plans. Je commençais juste à comprendre, comment fonctionnait l'Inde et d'être un petit peu plus à l'aise, d'avoir mon réseau de copains, de copines et tout, de découvrir le yoga donc je me dis: «Non mais c'est l'occasion est trop belle» et donc me voilà repartie. Désolée papa, maman, mais je crois que je vais repartir. À chaque fois en plus tu leur fais le coup, Ouais, j'avoue. du départ très Un peu rapide. rapide, ouais, ouais, assez Ouais. rapide, là aussi ça a été assez rapide, je crois que ça Tu une grande capacité à prendre des décisions et à mettre en place, ouais, en fait, je sais pas si j'ai, oui, oui, peut-être. Soit j'ai réfléchi pas trop longtemps ou non, je pense que je suis mon intuition mmh. souvent, et peut-être qu'on en reparlera, mais c'est quelque chose, d'assez fort chez moi, et donc là, oui, vraiment l'envie de suivre ce choix de cœur, et de retourner en Inde et quelques semaines après, coup de foudre à Bollywood donc je rencontre mon mari. Ce qui fait que je reste finalement beaucoup plus longtemps, que ces 3 ans, prévus, auprès du ministère. Parce que c'est vrai qu'en repartant, je me dis: «Bah, finalement, peut-être que je vais faire ma carrière, dans la diplomatie, peut-être que je vais faire ma carrière, auprès du ministère, peut-être que je vais repasser des concours, peut-être que je Mmh. vais passer l'ENA», voilà, à ce moment-là, Tout quand je tout est décide ouais, possible, tout ouais. est possible, vraiment. Et puis encore une fois, comme, la vie ne se passe rarement comme on a prévu qu'elle se passe, ben, voilà, cet événement, assez majeur, vient bouleverser le cours des choses. Oui, parce que tu tombes amoureuse d'un Indien. Oui, tout à fait. Bah, oui, sinon c'est pas drôle. Sinon, c'est pas drôle. Donc non seulement tu dis: «Bye bye papa, maman, je repars en Inde», mais en Voilà, plus, tu épouses l'Inde. voilà, j'épouse l'Inde, je reste 3 ans et à la fin de ce contrat-là, j'annonce donc au ministère que je renouvelais pas, mon contrat et assez naturellement, je me suis tournée vers les entreprises françaises, que j'avais accompagnées ou que j'avais suivies pour s'installer, et qui se sont installées en Inde, dont Chanel. Et là, je commence à travailler pour Chanel. J'avoue que le passage des petits fours de l'ambassadeur et au middle management, indien, même pour une marque française a été un peu Mmh. raide, mais en même temps, voilà, c'était une décision qui était assumée, je savais que c'était la marche, à suivre et que c'était ce que je voulais, mais ça a été pas tous les jours évident quand même. Oui, parce que finalement, tu sors de enfin, l'ambassade, c'est la France à l'étranger, donc il y a quand même, Bien sûr. ce même si l'ambiance est différente, il y a ce confort qui Oui, s'installe. clairement, tous mes collègues étaient francophones, alors francophiles, voire francophones, donc c'est quand même un petit milieu. Mmh. Les personnes que je côtoyais, c'était que des chefs d'entreprise quasiment. Donc là, effectivement, aller négocier, avec les retailers locaux, pour faire la prochaine animation de la Fête des Mères, bon, bah, c'était Mmh. pas tout à fait, voilà, le Mais là, tu même, avais une vraie, tu te retrouves à nouveau jetée dans le grand bain, ouais, donc clairement. tu perds un peu ton surf. Clairement, je perds un petit peu le surf, mais bon, voilà, c'était aussi c'était, hyper formateur. Mmh.
C'était, un autre visage de l'Inde, clairement. Quelques années plus tard, j'ai pu mettre tout ça en musique. Quand j'ai pris, donc la direction d'Hermès, en Inde, ça a été évidemment, je me suis appuyée sur ces 2 belles expériences pour mettre tout ça en musique, en valeur et sans l'expérience de Chanel et ce que je décris à l'instant, ça aurait été très difficile pour moi. Oui, tu aurais été un peu hors sol. Complètement. Alors que là, tu connaissais vraiment ce qui se passait Exactement. à tous les niveaux. Exactement. Pour recruter mon équipe, pour connaître des vraies réalités du management indien, cette case-là a été évidemment très, très, formatrice. C'est toujours le gros challenge, alors pour quelle que soit la boîte, mais notamment pour les maisons de luxe quand elles partent à l'étranger et dans des pays challenging, on va dire, c'est de trouver ce juste milieu entre on a l'exigence française, on a l'exigence du siège et il y a une réalité du pays et du marché. Tu as dû te retrouver parfois un petit peu coincé entre les deux? Oui, complètement, parce que plus d'une fois, c'est une évidence. J'ai plein d'anecdotes. Quand on est face à des retailers, donc à l'époque, c'était des capitaux 100% indiens, donc c'était pas du tout le secteur de la distribution n'était pas du tout ouvert à des capitaux étrangers. Donc on était vraiment à des gens qui faisaient du retail, mais qui avaient appris le retail en faisant en Inde. Eux, Nivea, Chanel, tout ça, c'est pareil en fait. Donc, ils voient pas trop la différence. Donc, expliquer voilà, que c'est pas tout à fait le même positionnement. Donc, parfois, c'est quand même toute une gymnastique. Et puis, ne serait-ce parfois sur la réalisation, sur des impressions, enfin sur tout un tas de rendus où on attend une qualité irréprochable quand on travaille pour Chanel ou pour d'autres groupes de luxe. Et là encore, je pense que la connaissance du pays fait qu'une fois qu'on a trouvé un bon fournisseur, on le lâche plus, quoi. Ouais. Mais avant de le trouver, avant d'expliquer ce niveau d'exigence, ça prend quand même du temps, quoi. Et là, d'où la vertu d'avoir passé un petit peu de temps sur place. D'avoir ton réseau, en fait. D'avoir son réseau, c'est hyper important dans ces pays, c'est clair, c'est clair. Je te racontais tout à l'heure, quand je travaillais à Singapour pour La Perla, le premier truc que j'ai fait en signant mon contrat, c'est d'aller chercher et faire la demande pour un visa en Inde, parce que nous devions ouvrir une boutique La Perla à Bombay. Et je me rappellerai toujours de cette première réunion téléphonique avec eux. Vraiment, je devais partir le mois d'après. Et ce call où on se rend compte que le magasin est fini, mais que c'est un magasin dans un mall de luxe, mais qu'il n'y a pas d'escalier. Ah oui. Et qu'ils attendaient juste les escaliers. Sont-ils arrivés ? Ils ne sont jamais arrivés. Je travaillais plus de 2 ans pour La Perla. Je n'ai jamais été en Inde ouvrir cette boutique. De ma perspective de Singapour à essayer de travailler avec l'Inde, il y avait tellement d'histoires surréalistes, mais j'imagine ton quotidien pendant toutes ces années. Il y a dû y avoir tellement de rebondissements et de... Ouais, non, c'est clair. En fait, on savait jamais trop comment la journée allait se passer. Non, mais honnêtement, c'était assez fun aussi. Finalement. Ouais. Finalement, c'est fun. Ça fera des belles histoires à raconter aux petits-enfants. Et oui. et ce qui est fou, c'est que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, puisque on parle de les maisons, ces maisons de luxe, elles sont arrivées il y a 20 ans en Inde. Ouais, c'est ça à peu près. 2006 à peu près. Oui, complètement. Il y a 20 ans. Donc, moi, je parle de 2007. Ouais, on est vraiment il y a moins de 20 ans et c'était rocambolesque d'essayer de faire du business. Et toi, tu étais dans les pionnières Clairement. en Inde. Donc, magnifique parcours. Tu passes un certain nombre d'années à la direction de la filiale Inde pour Hermès. Ouais. Tu as 2 enfants. Oui. 2 garçons. Oui. Et tu as à Bombay. Et vous décidez de rentrer en France. Tout à fait. Donc, j'ai passé 6 ans à la direction de la filiale, ce qui était, je pense, ma plus belle expérience professionnelle. Je pense d'ailleurs que tu devais être la plus jeune directrice de filiale d'Hermès à l'époque. C'est possible. Il n'y en avait pas beaucoup parce que tu avais une trentaine d'années. Ouais, j'avais à peine 30 ans, 32 ans. Ouais. Et surtout, ce qui était fun, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment d'avoir pu
avoir eu l'occasion, de mettre en musique, de mettre en pratique tout ce que j'avais pu apprendre de l'Inde, quoi. Dans tout ce qu'elle a de très beau, Mmh. à offrir, dans toute sa complexité, parce qu'évidemment j'avais déjà un beau réseau. Dans le recrutement, je suis aussi allée chercher des talents avec qui j'avais déjà travaillé, qui étaient des vrais talents Mmh. incroyables et aussi, de former une équipe, hyper diverse, qui pour moi aussi est la force de l'Inde, d'avoir, des gens, très différents, de cultures, de religions différentes et donc c'était magique. On me donnait vraiment les clés pour construire une équipe, et pour bâtir ce business évidemment, avec des gens que j'avais côtoyés aussi dans mes années, de diplomate, toute cette tranche de la population, extrêmement fortunée, qui avait l'occasion d'acheter, Mmh. partout dans le monde. Alors pourquoi les faire venir, dans un magasin où les produits étaient globalement 30 plus chers? Quelle Mmh. allait être notre stratégie? Comment on allait faire pour les faire venir, pour les garder? Donc ça a été beaucoup de travail, mais ça a été vraiment une époque, fascinante avec, aussi, ouais, plein de rebondissements, plein de petites histoires, des belles rencontres, autant, à travers l'équipe qu'à travers les clients et plein de gens avec qui j'ai encore de très, très beaux contacts. Mmh. Mais c'est vrai que les enfants grandissant et il y a eu un espèce de concours de circonstances. Moi, ça faisait déjà presque 15 ans que j'étais en Inde, donc voilà, il y a un moment, je sais pas trop, les planètes se sont un peu alignées pour un retour, et j'ai eu de la chance qu'Hermès m'accompagne, dans cette, transition. Parce que j'étais prête à rentrer, sans forcément, avoir de travail, mais j'ai eu la chance, d'être accompagnée par Mmh. Hermès et de travailler donc pour le département de la maison. Donc 1er passage à la maison, donc là c'est, changement de scope puisque, tu passes de la distribution des produits au métier donc qui développe, les collections Tout à fait. et les propose au marché. Alors petite quand même parenthèse, sur la culture Hermès, c'est qu'il existe une philosophie, très ancrée qui est que, les magasins sont complètement libres d'acheter leurs produits et donc les métiers développent des collections, que ce soit la soie, la montre, la maroquinerie et ensuite, les métiers présentent leur collection au marché et c'est au marché de choisir s'ils les veulent ou pas. Tout à Et fait. donc tu rejoins la maison, donc département que j'ai bien connu aussi, qui est à l'époque le plus petit métier Tout à fait. d'Hermès, le «moins intéressant» entre guillemets, d'un point de vue sell-out, mais aussi le plus original, qui va justement, proposer une offre différente. Et toi, du coup, ton rôle à ce moment-là, c'est justement Donc c'est en fait, le merchandising. Alors mon titre à l'époque, c'était, directrice du merchandising, mais comme tu l'as dit, finalement, c'est les marchés qui décidaient beaucoup, mmh, ce qu'ils allaient acheter. Donc évidemment, il y avait une espèce de négociation parce qu'il fallait, pousser aussi la vision, du métier. Donc il y avait tout cet aspect, je dirais, de traduire, une vision, artistique, hein, notamment, auprès de marchés, très divers pour il en ressorte une certaine cohérence, dans les assortiments. Donc il y avait toujours un peu alors, dans le pire des cas, des bras de fer, mais dans le meilleur des cas, c'était juste d'expliquer en mmh, fait, pourquoi la direction artistique avait ses partis pris. À l'époque, en plus, on venait de changer de direction artistique, ce qui oui, rendait le job encore un peu plus intéressant et donc d'expliquer, tous ces partis pris. On est à la frontière, je dirais, du business development. Quelque part, il y a la aussi du formation, marketing, opérationnel parce oui, qu'on développe des outils, en leur disant: «Bah, on va vous aider à vendre tous ces beaux produits que vous nous achetez». De la formation et également, du VM, donc c'est quand même un poste qui est assez large. Et puis ce qui était très, très, très sympa, bon déjà, les produits sont extraordinaires avec des savoir-faire qui viennent des 4 coins du monde entre la laque, la soie, le cachemire, le bois, enfin il y a une richesse quand même la porcelaine, la porcelaine, tout à fait, la richesse des savoir-faire qui sont des matières et des savoir-faire qui sont incroyables dans ce mmh, métier.
Donc une très, 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 très grande, diversité, mais aussi une très grande, complexité. Mmh. Donc une grande complexité puisqu'effectivement il faut vendre, du vide-poche, au canapé, Jean-Michel Franck. Tout à fait. Hem Et donc mon rôle, en fait, c'était ça. et donc ton rôle, c'était ça? Et donc ce qui était aussi fascinant dans ce job, c'était que c'était un scope, international, donc mondial. Donc je redécouvre des marchés. Je connaissais déjà bien l'Asie du Sud parce que c'était le marché pour lequel, je travaillais, mais c'est la découverte du Japon, c'est la découverte de la Chine, c'est la découverte des États-Unis, c'est la redécouverte de l'Europe. Donc vraiment, un poste hyper intéressant par les produits, par aussi, les marchés. Donc j'ai adoré, de ce point de vue-là, le retour en France, même si bien évidemment l'environnement était beaucoup plus contraint que Mmh. quand, j'étais toute seule, dans ma petite filiale, à décider, avec mon cerveau gauche et mon cerveau droit, ce que j'allais faire, le lendemain et globalement pour les 6 prochains mois à venir. Donc Le retour au siège est toujours une étape clairement. douloureuse, pour beaucoup d'expatriés. Qu'est-ce que tu as dû faire pour t'adapter justement? Quelles compétences as-tu développées à ce moment-là pour gérer cette transition? Bah, tu le disais, tout à l'heure, donc je passais du retail, au métier. Donc déjà la temporalité n'est absolument pas la même. Le retail, on est dans l'instant, ce qui marche aujourd'hui ne marchera pas demain. Enfin, on est tout le temps en train de se remettre en question, trouver des solutions, mais beaucoup, beaucoup dans l'instantané. Alors que là, on réfléchit sur un temps beaucoup plus long, un temps qui est ponctué par les collections, comme tu l'as dit, par le salon de Milan, mais globalement par des événements. Mais globalement, c'est ça la nouvelle temporalité. Donc ça a été un atterrissage, où j'avais vraiment l'impression de changer de dimension, hein, en termes de spatio-temporel, je Mmh. dirais. Déjà accepter ça et Accepter, ouais, changer de réflexe par rapport ouais. à cette réactivité peut-être? Bah, j'ai vite compris que c'était pas ce qu'on attendait de moi déjà, parce que c'est pas du tout le sujet, donc Mmh. ça servait à rien d'être tout le temps action-réaction, parce que c'est pas en fait, le besoin qu'on a. Donc de ralentir et puis encore une fois, d'écouter les autres, d'écouter tous les départements. Moi, j'étais pas habituée à ça finalement. Écouter la supply, écouter la collection, écouter la Mmh. direction artistique, écouter les marchés, et d'essayer d'être un point. On est un point d'ancrage hyper important parce qu'on est celui qui va faire, on était clairement le département qui fait avancer les choses, qui va être un peu la courroie de transmission de toutes les informations entre marchés, entre le métier qui est un peu, qui peut être aussi dans sa tour d'ivoire et un peu éloigné de la réalité du terrain. L'écoute, est hyper importante dans ces moments-là, Mmh. clairement. Et tout ça se passe à un moment où en plus ta famille vit un bouleversement Clairement. puisque tes enfants, ils arrivent, ils ont quel âge? Ils ont 3 et 6 ans, donc oui, oui, gros, gros changement. Et c'est vrai quand on part, quand j'étais partie, bah, j'étais partie seule, donc c'était pas très compliqué. Mais là, repartir avec une famille, que ce soit une impatriation, une expatriation en famille, c'est quand même beaucoup plus complexe. Il y a la scolarité, il y a des rythmes et la vie qui est sincèrement, alors pour le coup, qui était quand même clairement très différente. Mmh. Leur quotidien était, alors certes rythmé par l'école et encore pas le petit. Ça a été un choc pour tout le monde. Moi, je découvrais l'administration française. Enfin, il y a plein d'aspects, que je découvrais. J'avais assez voire jamais fait la cuisine de ma vie, donc c'était oui, oui, c'était une autre organisation. Et Tout à fait. découverte de Paris, même si tu as fait le SCP, c'était quand même une des Oui, premières fois finalement que tu clairement. venais vraiment vivre, Alors ça, je dirais, c'était plutôt moi, j'ai adoré, retourner à Paris parce que bon, déjà, c'est une ville qui est magnifique. J'avais soif de retrouver une vie, culturelle, entre guillemets, ouais, parisienne. Donc ça, j'ai adoré. J'étais contente de revoir ma famille, bien évidemment, les amis. Donc il y avait plein de choses, qui étaient super positifs, mais le quotidien était ouais, c'était quand même, sportif, quoi. mmh. C'était sportif. Est-ce que pour toi, ça a été un challenge de t'adapter à la culture du siège d'Hermès?
Bah, disons que, encore une fois, je connaissais bien la maison parce que j'y avais déjà passé 6 ans, donc je connaissais son fonctionnement. J'y allais 2 fois par an à Mmh. Paris, je connaissais les gens, donc j'étais pas en terrain complètement inconnu. Et en Heu, même temps, c'est pas la même dynamique quand tu es Bien la sûr. DG, de l'Inde et que tu reviens. Non, non, clairement et c'est sûr que encore une fois, passant du retail au métier, oui, je découvrais le temps long, je découvrais le consensus, je découvrais, les longues, mais ça, c'est, très certainement dans d'autres entreprises, mais vraiment cette notion très, très forte de la bonne décision est forcément une décision collégiale. Donc beaucoup de temps passé à essayer de trouver de manière collective, la meilleure solution qui soit. Et même si ça prend beaucoup de temps et même si, au final, on peut ne pas prendre de décision. Donc, c'est vrai que ça a été une adaptation assez forte Mmh. de ce point de vue-là. Oui, puisque c'est enfin, pas évident quand même d'accepter ce temps si long, parce qu'il est particulièrement long, chez Hermès. Tout à fait. Enfin, moi, en tout cas, ça a vraiment réussi, c'était un choc. Tu t'adaptes, tu observes encore, tu utilises, ta carte curiosité pour essayer de ressortir la tête de l'eau. Comme, régulièrement, il y a des mercatos, hein, dans les grosses boîtes. Il y a une réorganisation, changement de direction générale et Tout à fait. réorganisation des équipes. Tout à fait. Comment tu vis cette période-là? Avec beaucoup d'appréhension, j'étais très attachée à la direction, qui était en place. Pour moi, c'est aussi, je suis quelqu'un de très très fidèle et c'est aussi la direction qui m'a donné ma chance, quand je suis rentrée en France. Je lui en étais très reconnaissante et j'en suis toujours reconnaissante d'ailleurs et en l'occurrence, j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à cette nouvelle, direction. Encore une fois là et je me suis dit: «Aurélie, il faut que tu sortes tes antennes, il faut que tu mettes ton intuition, que tu sois à l'écoute de ton intuition» et mon intuition me disait que j'allais pas forcément, être, à l'aise dans cette nouvelle ère, qui s'ouvrait, qui commençait. Et là, j'ai commencé à me dire: «Il va falloir que je trouve un plan B, sinon je vais être très, très malheureuse» et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai quitté, ce métier. Enfin, voilà, j'adorais mon job, je pense qu'il y avait encore, plein, plein de belles choses à faire. Mais je me suis dit: «Voilà, je suis arrivée au bout de ce que je pouvais faire». J'avais aussi envie de retrouver l'excitation du retail, je pense, et donc j'ai activé mon réseau en interne pour trouver, une autre voie. Mmh. C'est, moi, je t'avais trouvé, extraordinaire à ce moment-là parce que c'est pas évident, de gérer ces phases de transition-là. C'est vrai qu'il y a toujours quand même des alliances qui évoluent et à partir d'un certain niveau, je pense que quand on est, même à N-2 de la DG ou du DG, la relation avec le DG est importante. En fait, la relation avec le N+2, elle est très importante. Surtout quand on veut, continuer d'évoluer et ça peut arriver qu'il y ait pas des bons fits, Ouais. qu'il y a un désalignement et toi, tu t'es pas laissé enfermée dans une position qui t'intéressait pas et tu as été super proactive. Concrètement, qu'est-ce que tu as fait? Tu dis, tu as mis tes antennes, c'est-à-dire que tu as commencé à aller chercher, dans les autres départements, tu as été explicite sur le fait que tu voulais bouger? En fait, Comment? je me suis dit: «Bon, il va y avoir une réorg, ça c'est sûr» et donc là, j'ai commencé à m'imaginer ce qui allait se passer. Le best case scénario, le worst case scénario, voilà, et j'étais assez effarée par la naïveté des gens autour de moi, qui ont vraiment fait confiance peut-être assez aveuglement, en fait, sur ce qui allait se passer et je sais pas, moi, je le sentais pas vraiment comme ça, et plutôt que de subir, et de vraiment être observatrice de ce qui se passait, là, pour le coup, je me suis dit: «Il va falloir que je sois un peu actrice et que je sois maître de mon destin, quoi, Mmh. maîtresse de mon destin» et j'étais très à l'écoute, l'intuition, c'est des signaux assez ça peut être des signaux assez forts, hein. Moi, c'était vraiment, voilà, j'étais angoissée en allant au travail, je pense que ça arrive, hein, c'est assez banal dans une carrière, mais quand on est
pas bien comme ça, je pense qu'il faut être à l'écoute et se dire: «Bah, non, en fait, pourquoi je dois subir ça et Mmh. qu'est-ce qui m'empêche de voir les choses, différemment et qu'est-ce qui m'empêche de rebondir?» Et donc j'ai commencé à en parler à des gens dont j'étais assez proche, dans la société, à travers ces rencontres, qui m'ont encouragée, qui m'ont confortée ou qui m'ont dit: «Bah, tiens, il y a ça, moi je réfléchis à créer ce poste-là, est-ce que ça pourrait t'intéresser?» et cetera. Donc de fil en aiguille, j'ai eu l'opportunité, encore une fois, je suis reconnaissante de cette opportunité-là de partir et de manière un peu anticipée. Je pense qu'il y a enfin anticipée par rapport, pour moi c'était pas anticipé, mais certaines personnes autour de moi ont trouvé que c'était très radical quoi, parce Mmh. que finalement ce qu'on proposait c'était pas du tout catastrophique, c'était même plutôt des beaux postes. Mais fondamentalement, moi je me trouvais pas alignée, à ce moment-là et j'étais pas je me suis dit: «Tu vas pas être heureuse dans Mmh. dans dans ce climat et dans cet environnement». Donc je suis assez contente d'avoir eu, cette audace peut-être, de voir plus loin et de partir à ce moment-là. Ce qui pour moi, la leçon, de ça, c'est c'est pas utile de se, remettre en question trop fort à ce moment-là. Parce qu'il y a des jeux politiques, il y a des alliances, c'est la réalité et tu peux très bien travailler, avoir des super résultats et à un moment, il y a pas Ouais, le bon bien sûr. feeling, en fait. C'est quand même, on parle de relations, personnelles, donc il y a pas le feeling et toi, moi, ce que je retiens vraiment, c'est ne pas attendre de se retrouver dans l'impasse, travailler, son réseau et pas de manière, manipulatrice, hein. C'est juste aller voir les personnes en qui on a confiance, comme tu dis, partager, ce que l'on ressent et ce dont on a envie et aussi là, ce qui est beau avec, ton histoire, c'est que finalement, tu as été au bon moment pour une création de poste. Il y a beaucoup de postes, en fait, en interne qui sont pourvus Clairement. avant d'être affichés Ouais, sur, c'était une sur les création de plateformes poste. et donc c'est indispensable d'être dans la conversation au moment où les personnes réfléchissent parce que à ce moment-là, tu participes à la co-construction, Mmh, d'une fiche de poste. mmh. Donc pour moi, c'est un très, très bel exemple, de leadership. Alors après, je suis aussi passée par des périodes de doute, hein. Ça s'est pas fait, ça c'est je te parle de ça, c'est une période de 6 mois à peu près. Donc il y a eu aussi la phase de, «Mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Mais pourquoi?» et cetera. Je me suis fait accompagner par un coach à ce moment-là. OK. J'ai fait quelques sessions histoire d'y voir plus Que tu clair. as sollicité Ouais, toi-même? moi j'ai Tu as pas sollicité. attendu que Ah Hermès te le non, propose? Donc non, toi, non. tu es allé chercher un Ouais, je coach? suis allée chercher un coach. Elle était super, elle est toujours Elle super. l'est toujours, j'en suis sûre. Mais ça m'a permis voilà, de réaliser ça justement, de dire en fait, c'est des choses qui arrivent, on n'a pas démérité, Mmh. mais parfois c'est pas le bon fit, c'est pas le bon et puis, les organisations évoluent, les besoins sont pas les mêmes, on n'a pas besoin des mêmes personnes, on n'a pas besoin des mêmes profils et c'est OK, voilà, Ouais, je leur ai c'est dit. OK, il faut que ça bouge. Mais il y a un moment, quand ça devient une évidence, et quand c'est assumé, quand on a compris ça, ben, ça on s'autorise aussi à se révéler, différemment et à se dire: «Bah, non, j'ai plein de choses à apporter, et je peux être tout à fait, peux avoir une grande valeur, Mmh. ailleurs» et c'est ce qui s'est passé, quoi. C'est ce qui s'est passé, tu as continué ton chemin puisque tu as fini par quitter Hermès Oui, et tu as rejoint, là aussi encore, je pense une très belle opportunité au sein de Tiffany. Tu dis Tiffany ou Tiffany's? Tiffany. OK, moi je suis très Tiffany's. Tiffany, on va le dire, pour quand on travaille chez Hermès, aller au sein du groupe, enfin rejoindre le groupe LVMH, c'est un affront. Et en même temps, il y a de plus en plus de personnes qui le font et qui sont très heureux de ce move. Qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui? Et c'est pour ne pas on ne va jamais dénigrer Hermès ici puisque c'est une maison qu'on adore toutes les 2 et on a encore, énormément
de passion pour cette marque Clairement. et d'amitié au sein de la maison. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu te dis, tu as fait le bon move en allant chez Tiffany's? Qu'est-ce que tu as découvert? Bah, en fait, déjà, c'est vrai que quand, j'ai décidé de quitter Hermès, c'est pareil, je me suis dit: «Je suis un peu arrivée au bout d'une histoire». J'ai travaillé en filiale, j'ai travaillé en métier, donc comme tu l'expliquais très bien, j'ai travaillé à la filiale, européenne, donc j'ai eu un poste, régional, j'ai eu un poste, global, j'ai eu un poste, local. Et du coup, j'avais un peu du mal à me projeter sur le prochain cycle. Mais on quitte pas Hermès, pour n'importe quoi parce que ça c'est C'est quand trop même dur. bah oui, c'est trop dur, c'est une Mmh. super belle, maison, c'est une maison hyper singulière, donc bon, il faut quand même trouver, quelque chose, un projet chouette, quoi. Donc je me suis un peu pris la tête sur ce que j'avais envie de faire, donc j'avais pas une fiche de poste, hein, et d'ailleurs, je fais un job aujourd'hui que j'ai jamais fait encore, Mmh. donc mais par contre, j'avais quelques critères. Donc je m'étais dit: «Bah, je vais rester dans le luxe, retail plutôt», et j'avais ce sujet autour de parce que j'ai toujours aimé partir une page blanche, hein, comme, Mmh. bah, comme en Inde, comme à l'Europe aussi. Hem, Parenthèse, c'est génial d'avoir cette, appétence entrepreneur tout en ayant un parcours tout le temps salarié. ouais, mais donc j'avais ce Mmh. truc-là de vraiment, voilà, ce côté un peu, ce goût pour la transfo, Mmh. l'innovation, ce truc-là. Donc j'avais un peu ça, et je tombe sur cette annonce LinkedIn, voilà, comme quoi ça arrive, Mmh. et je me dis: «Waouh, en fait, c'est ça». J'ai vraiment un coup de cœur, quoi. Mmh. Donc là aussi un peu le côté intuitif, mais je me dis: «Waouh, c'est exactement ça». C'est du people, c'est du change, c'est en pleine période de transfo retail, Et ça Tiffany vient venait d'être juste de rejoindre ouais, LVMH, c'est ça ça? faisait 2 ans, 1 an, un peu plus d'1 an. Oh, je me dis: «Waouh, c'est trop bien, quoi». Mmh. Et effectivement, bah, c'était LVMH, et je passe les entretiens et j'ai un super bon fit avec les gens. J'ai Tu vois adoré. qui? N+1, Alors je DRH? vois d'abord des RH, donc la chargée de recrutement, je crois. Je vois ma N+1 avec qui j'ai eu un très bon fit et avec qui j'ai toujours un très bon fit. Je vois la DRH, et en fait, ce que j'ai tout de suite senti l'énergie, le côté hyper international, la transfo, l'excitation du projet, c'était en ébullition, quoi, et je me suis dit: «Waouh, c'est une start-up née en 1837», parce que Mmh. c'est quand même la même date de naissance qu'Hermès, ce qui est assez dingue, et donc je me dis: «Waouh, ça a l'air trop bien». Ouais. Nouvelle équipe, tout nouveau, quoi. Mmh. Puis Hem, se donner les moyens ils se donnaient les de moyens, donc super excitant. Je rejoins effectivement, Tiffany, et ouais, voilà, c'était une belle bouffée d'oxygène pour moi, de repartir sur cette nouvelle dynamique. Alors après, c'est difficile de comparer un groupe, de 200 000 personnes avec Hermès qui doit être, je sais pas, peut-être aujourd'hui 20 25. 000, ouais, 25 000. Donc c'est compliqué parce qu'évidemment, c'est 2 poids 2 mesures, mais moi, mon expérience, ce que j'apprécie aujourd'hui, chez Tiffany, c'est le côté, test and learn, quoi. Il y a vraiment on n'attend pas que ce soit parfait, doigt sur la couture à 150 bordé, tout le monde d'accord, voilà, pour y aller. On y Mmh. va, on ajuste, on scale up, Donc droit et à l'erreur. droit à l'erreur. Ouais, et si c'est pas parfait, c'est pas grave, on aura essayé, et donc j'aime beaucoup, personnellement, j'aime assez cette agilité qui fait qu'on s'interdit pas, on essaye. Bon, évidemment, on se plante pas tous les 4 matins parce que c'est Oui, quand pas on est quand même. même, Il y a deux mmh, trois bons cerveaux autour de la table. mais quand même, mais on peut se l'autoriser, et on peut avoir des vraies convictions, et y aller, et ça, c'est Du coup, très, il y a très un chouette. rythme un peu plus accéléré.
Il y a un rythme, beaucoup plus accéléré, Beaucoup clairement. plus accéléré. Bah, disons que sur la prise de décision, oui, ça va plus vite parce qu'on n'attend pas, que tout soit absolument, complètement bordé. Et que tout le monde soit OK et à D'accord l'aise. et exactement. Mmh. Le deuxième point, que j'apprécie aujourd'hui, c'est, la culture du feedback. Il y a une vraie culture du feedback. Alors chez LVMH, je sais pas, mais en tout cas chez Tiffany. Et c'est assez, c'est très naturel. C'était pas forcément très naturel chez moi parce que c'est pas une culture que je connaissais très bien. Mais une fois qu'on l'a intégré, c'est super puissant. Parce qu'il y a rien de pire qu'un collaborateur qui est dans l'impasse, mais qui sait pas pourquoi il est dans l'impasse et qu'on laisse dans l'impasse sans savoir, encore Mmh. une fois, pourquoi il est dans l'impasse. Mmh. Et 6 mois plus tard, on va lui dire: «Ah bah, dis donc, ça fait longtemps que tu es dans l'impasse». Donc là, je trouve que cette culture du feedback est vraiment, super puissante. Et comment est-ce que vous définissez un bon feedback, chez Tiffany? Bah, c'est généralement un feedback. Alors on évite le côté, panini. Je sais pas Ouais. si tu connais le ou macaron. Donc c'est je te donne Le un plus bon truc, puis après 2 trucs, puis après je te balance un truc parce qu'évidemment du coup tu écoutes plus non plus les bons feedbacks, c'est un peu embêtant. Non, c'est un bon feedback, c'est un feedback qui est observable, donc quelque chose qui est, qu'on a vu, pas des «j'ai entendu que», mais vraiment quelque chose que moi j'ai observé, donc qui est assez acté, qui est assez objectif. tel jour, on a vu, on a Voilà, consta j'ai écoute, constaté. voilà, j'ai constaté ou j'ai vu ça, Et le jeu, du coup, j'imagine, est important. C'est voilà, pas on, nous, c'est c'est ça. toi, ouais. Et après d'en tirer les conséquences de, bah, en gros, ce comportement-là, peut, soit, porter à interprétation ou pourrait amener à ce résultat-là, qui n'est pas souhaitable et cetera. Comment est-ce qu'on peut et parfois les gens n'en ont absolument pas conscience. Ouais. Quand on n'est pas habitué à faire ce genre de feedback, je trouve la formule magique, c'est: «Est-ce que tu m'autorises à te faire un feedback?» Et généralement les gens, bah, sont assez ouverts Mmh. et c'est comme ça que je fonctionne avec mon équipe et c'est hyper puissant. Les gens Mmh. sont super contents, il y a une vraie confiance aussi l'intérêt du feedback, c'est qu'il y a une vraie confiance qui s'instaure. C'est, Parce que j'imagine que le feedback n'est pas juste, là quand il y a quelque chose qui va vraiment pas et que ça peut plus durer. C'est en fait, c'est aussi comme le test and learn, c'est voilà, tiens, j'ai ça peut être des petites choses, parfois c'est des choses, c'est à l'occasion de points un petit peu plus, un peu plus structurants, ça peut être aussi quelqu'un qui peut demander du feedback. En tout cas, moi, j'ai apprécié parce que ma responsable me dit un jour, donc je sais pas, je me plains d'une collaboratrice comme ça peut arriver en me disant: «Ouais, quand même». Première question, elle me dit: «Mais tu lui as dit?» Alors là, je lui dis: «Mais non, je «Waouh, suis mais sympa, moi, je vais pas lui bah et dire!» ça, bah non, je lui ai pas dit». Bah, mais pourquoi? Mais il faut que tu lui dises, en fait. Et en fait, je me suis dit: «Mais oui, c'est tellement vrai, c'est tellement vrai». Plutôt que je me plaindre à une tierce personne du travail de cette personne-là, mon rôle, mon job en tant que manager, c'est quand même de l'aider à sortir de cette impasse et à trouver des solutions, quoi. C'est super, quoi. Voilà. Et quel est le feedback le plus constructif qu'on t'ait donné à toi? Celui qui t'a Ouh le là là! Là, j'ai pas de, hem, je sais pas. Écoute, ouais, je sais pas. Faut que OK, je te dirai si, si ça revient. ouais, si ça revient. Quel conseil, tu donnerais quel conseil si tu avais 3 conseils à donner pour, progresser dans sa carrière, qu'est-ce que tu donnerais? Partez à l'étranger. Ouais. Partez à l'étranger parce que ça vous donne un autre regard sur plein de choses. Se frotter à d'autres cultures dans un monde, aussi globalisé que le nôtre, ça me semble, hyper important. Développer son empathie, développer son écoute, sa curiosité, ça me semble, être, des qualités, nécessaires pour un manager aujourd'hui. Donc je dirais, partir à l'étranger. Demander du feedback pour pouvoir progresser et puis n'attendez pas d'être dans la passe, pour agir, ne laissez pas le mal-être, s'installer, soyez pleinement acteur de votre destinée professionnelle.
Rester proactif. Ouais, rester proactif. Qu'est-ce qui, selon toi, aide le plus à développer son réseau? Alors ça, c'est une bonne question parce que, quand je suis rentrée en France, j'avais 0 réseau. Enfin, disons qu'en Inde, j'ai un réseau assez, T'étais bien implantée. ouais, T'étais in the ça va. place. J'étais in the place, je rentre en Inde, en France, 0 réseau. Un petit peu en interne. Oui, alors chez Hermès, j'avais effectivement mon réseau, mais enfin Hermès, c'est quand même une boîte hyper fermée, hyper fermée sur elle-même, donc Oui. voilà, le réseau Hermès, c'est quand même, particulier. Et puis, en échangeant avec un chasseur de tête, il me donne ce super conseil. Il me dit: «Mais faites du réseau comme vous, enfin, le plus naturellement possible». Parce que moi, je lui disais: «Mais en fait, déjà, je bosse à Pantin, en vrai, j'ai pas le temps, J'ai pas de j'ai une bande vie, passante pour aller. j'ai 0 bande passante, en vrai, c'est pas possible». Il me dit: «Mais faites un truc qui vous» et puis, je me vois pas appeler les gens, «Hello, coucou, c'est moi». Enfin, c'est pas du tout moi, en fait, je me vois pas faire ça. Et donc il me donne ce conseil, j'y viens. Faites un truc qui pour vous est naturel, où vous avez pas l'impression de faire du rideau. Et donc je me dis: «Bah, je vais me tourner vers l'ESCP» parce que, bah, déjà c'est un super, a priori c'est un super réseau. Et donc je me tourne vers, et moi le côté, bah, j'ai passé des supers années, enfin voilà, des supers années. J'ai beaucoup d'affection pour cette institution, Elle est à Paris, ça tombe bien. elle est à Paris, et puis, il y a ce côté transmission, si je peux apporter quelque chose aux étudiants, ça peut être sympa. Bon, c'était à peu près l'idée. Et puis, lors d'une soirée networking, je rencontre cette personne qui me dit: «Mais je suis en train de relancer le groupe mode. Est-ce que ça te dirait d'en faire partie?» Et là, je me dis: «Bah, ouais, ça, c'est cool parce que du coup, on Une pierre deux organise des coups. événements, je peux faire venir les gens». Et donc comme ça, que j'ai pu un peu développer mon réseau. Donc je fais mes événements. J'ai une fois par an un gros événement, une masterclass, et ça me permet, bah, de garder contact avec des gens que j'apprécie ou des gens qui sont inspirants. Le réseau des anciens Hermès aussi, comme tu le sais, Elvire, est un chouette réseau aussi parce qu'on a tous quelque chose en commun, bien évidemment, qui nous rapproche. Donc moi, c'est comme ça, en tout cas, que je vois le réseau. Il faut que ça reste naturel, et puis surtout des gens qu'on a vraiment envie de rencontrer, quoi. Ça sert à rien de se forcer. De se forcer complètement. Tu parlais du chasseur de tête qui t'avait donné un conseil. Est-ce que ça veut dire que tu as été par moment active dans une recherche? T'es toujours resté à l'écoute du marché? Comment ça s'est passé, ces rencontres? Non, en fait, c'est au moment où je me suis dit qu'il fallait que je quitte Hermès. Alors c'est plutôt bien tombé parce que c'était à peu près, à l'époque du enfin, à l'époque, on va dire, du Covid. Donc les chasseurs de tête, ils avaient que ça à faire à l'époque, de Ils avaient du temps. ils avaient un petit peu plus de temps, je pense, que d'habitude. Et en fait, moi, ça m'a surtout aidée à un peu affiner ce que je recherchais. Ok. Parce que, bah, un chasseur de tête, on va pas se le cacher, mais il travaille principalement pour ses clients qui sont pas Les candidats. qui sont pas les candidats, voilà. Mais par contre, il connaît bien le marché et il peut vous dire, bah, c'est-à-dire qu'à travers eux, je voyais bien ce qui intéressait, ce qui titillait, ou les choses où ils me suivaient pas trop, où ils se disaient: «Mais pourquoi elle a fait ça?» Donc ça m'a permis un peu d'affiner, puis aussi, et donc j'ai fait des très belles rencontres avec des gens, des bons chasseurs, voilà, Ça existe, les bons chasseurs. qui étaient non, c'était une petite référence pour ce Le bon chasseur, les mauvais voilà. chasseurs. Voilà, et du coup, j'ai fait des bonnes rencontres qui m'ont permis d'affiner un petit peu plus mon positionnement et ce que je voulais aussi. Donc ça t'a permis d'affiner et ce que tu voulais potentiellement comme poste et aussi travailler ton pitch. Exactement. Ok. Ça m'a aidé à ça.
Donc, ne pas hésiter, même si une personne est un petit peu dans le doute, ne pas hésiter à avoir ces conversations, puisque justement, elles peuvent aider à retravailler. Oui, surtout quand il n'y a pas d'enjeu. Oui, après, il faut avoir le temps, mais ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant aussi. Trop bien. Merci Aurélie. Je vois le temps qui défile et il me reste 3 questions rituelles pour clôturer ce podcast. La première est: si je t'offrais un panneau publicitaire dans la ville de ton choix, c'est ton message au monde. Qu'est-ce que tu y mets? Alors, mon message au monde, c'est cette phrase qu'on attribue à Gandhi et qui dit « Be the change you want to see in the world ». J'adore cette phrase parce que je la trouve déjà hyper responsabilisante. Et puis assez optimiste aussi, parce que si tout le monde fait le bien, a priori, ça devrait aller un peu mieux dans ce monde. Donc ce serait mon message, qui n'est pas le mien. C'est un joli clin d'œil à l'Inde. Exactement, aussi. Et on retrouve aussi ton appétence pour le change management. Oh, bien vu, Elvire. Incroyable. Incroyable. Si tu te retrouvais face à Aurélie 10 ans, quel conseil t'aimerais donner à la mini-version de toi? Don't sweat the small stuff, je vais le lire en anglais, mais qu'en fait, tout est... En fait, rien n'est permanent, mais qu'on arrive toujours à retomber sur ses pattes. À part la maladie, la mort, il n'y a pas grand-chose de grave. Et donc, que tout ira bien, qu'il faut avoir confiance. Merveilleux. Don't sweat the small stuff. J'aime beaucoup. Mettre sur un t-shirt. Et pour conclure, si tu n'avais pas peur d'échouer, quel est le projet que tu lancerais dès demain? Je pense qu'Elvire, comme tu me connais bien, tu sais que c'est pas ça qui me fait peur. Enfin, la peur de l'échec, ça va pas être ce qui me retient. Très honnêtement, ce qui me retiendrait plus aujourd'hui, c'est juste des prios qui sont pas... Voilà, il y a plein de choses que j'aimerais faire. J'aimerais retourner à l'étranger. J'aimerais un jour monter ma boîte. Mais aujourd'hui, c'est pas ma prio, en fait. Donc, c'est pas que j'oserais pas, que je dis je le ferai jamais. C'est juste là, aujourd'hui, maintenant, c'est pas ma prio. Voilà. Et t'es au clair sur tes prios. Complètement. Merveilleux. Merci beaucoup Aurélie pour cet échange. C'est un vrai plaisir de t'avoir. Merci Elvire. À bientôt. À bientôt. Merci à toi d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode t'aura plu, intrigué, inspiré, et n'hésite pas à le partager, ainsi que de laisser une évaluation, un commentaire. Ça aidera énormément le podcast à être plus diffusé. Merci et à très bientôt sur The Patron Podcast.